majorité des participants sur le son et l'image. J'attends d'avoir éventuellement un retour de votre part dans le chat pour savoir encore une fois si les conditions de diffusion sont bonnes. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette série de webinars proposés par EM Lyon. Lors de la première série, j'avais eu l'occasion de vous parler de télétravail. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre phénomène, le phénomène des makers et des makerspaces. On va se replonger dans la première période de confinement, les mois de mars, avril, et on va essayer de mettre en lumière justement ce qui s'est passé d'incroyable dans ce collectif des makers et des makerspaces en France, parce que c'est l'exemple qui est le plus proche de nous, mais qui n'était pas spécifique à notre pays. Donc, merci pour vos réactions dans le chat. Apparemment, tout fonctionne très bien. C'est un plaisir. Alors, en revanche, est-ce qu'en termes de documents, vous le voyez défiler? Parce que moi, il n'apparaît plus à l'écran. Ah, alors, je vous demande quelques secondes. Apparemment, le document n'est plus diffusé. Ici, à nouveau. Est-ce que cette fois, c'est OK? Voilà, donc vous avez la page de garde et on va tout de suite enchaîner donc avec les gros titres que la presse française a accordés justement, je vous le disais, sur ce phénomène maker avril 2020, où ils mettent en avant de manière assez exceptionnelle, puisque jusque-là, on va dire que les grands titres français n'avaient pas particulièrement accordé d'attention au mouvement maker, qui n'est absolument pas apparu pendant la crise sanitaire. Hein. C'est un mouvement qui est né au début des années 2000, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde concomitamment, qui est vraiment à la croisée de la montée de l'artisanat, de l'ère numérique, de la culture du libre. On y reviendra. Donc, de manière exceptionnelle, la presse française s'émerveille de ce que parviennent à réaliser un petit groupe d'irréductibles qu'on va appeler les makers et les formes organisationnelles associées, les makerspaces, qui sont des lieux physiques de conception et de fabrication rapide, pour les définir très, très brièvement, qui réussissent à faire quelque chose que personne d'autre n'arrive à faire au début de la crise sanitaire, au début du confinement. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, l'industrie traditionnelle semblent pétrifiés, complètement immobilisés par le poids de l'inconnu, de ce qui vient de nous tomber sur la tête. Très inquiet aussi peut-être de l'incertitude de ce qui va se présenter ensuite, alors que évidemment la crise s'accompagne d'un certain nombre de problèmes, de dysfonctionnements, d'urgence auxquels il faut pallier, parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, parce qu'il y a des individus et des collectifs qui souffrent de toutes les façons dont on peut l'entendre, et les makers et les makerspaces vont réussir en quelques jours, quelques semaines, à apporter des solutions concrètes, locales, pour pallier à certains de ces problèmes et dysfonctionnements, alors qu'encore une fois, le reste du monde en reste nouvelle à une présentation. Je vérifie simplement, vous avez des coupures intermittentes, mais vous avez bien maintenant le document en vue, donc parfait. Je vais laisser le chat de côté pendant un petit moment, mais n'hésitez pas à signaler d'autres difficultés, puisqu'il y a des équipes techniques qui sont là pour faire avec moi cette présentation, et je prendrai vos questions plutôt à la fin. Donc,
Ce que réussissent à faire d'exceptionnel ces makers et ces makerspaces, je vous le disais, c'est concrètement d'avoir réussi à mettre en place une usine distribuée en quelques jours et de venir fabriquer et distribuer un certain nombre d'objets de protection à destination des personnels soignants, mais aussi des individus de la société, en tout cas des premières formes de contribution pour agir et réagir face à la crise sanitaire. Moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment on peut s'en inspirer. Mais si vous voulez entendre de la bouche de quelqu'un qui est un vrai maker influent depuis longtemps dans le mouvement des makers en France et au-delà, qui était aussi à l'origine d'une des initiatives les plus prolifiques, donc Entraide Maker, dont vous trouvez ici le site web et le Discord. Je dis une des initiatives particulièrement marquantes en France, parce qu'il y en a eu beaucoup, et ce foisonnement est une autre des caractéristiques intéressantes de la réaction des makers. Donc, vous avez là le lien de la vidéo, et puis Dorian va vous le mettre dans le chat aussi, je pense, en même temps que je vous parle. Une vidéo de 20 minutes qui est extrêmement bien faite, parce que moi, je ne suis que enseignant-chercheur, passionné par ce phénomène-là, mais qui l'observe de loin, et je n'ai pas été au cœur du réacteur pendant la période. Je n'ai pas contribué activement à cet élan solidaire de production et de fabrication décentralisée et distribuée. Mais je vais quand même tenter de vous donner quelques éclairages. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées? Comment un groupe d'individus qui ne se connaissaient pas au préalable et qui n'ont pas d'intérêt a priori et encore moins de commandes, de feuilles de route, vont réussir à s'organiser pour fabriquer et, encore une fois, distribuer, même en période de confinement, des objets utiles pour que ceux qui continuent de travailler, ceux qui sont sur le terrain, continuent de travailler sur le terrain, puissent le faire dans des conditions d'une relative sécurité. De précaution. Et ben, au tout début du mouvement et de la réaction exemplaire des individus qui ont, et si vous reprenez sur la slide d'avant, de jouer face à cette qui ont du temps, parce qu'en période de confinement, qui se met en place et qui permet à ceux qui ont avant tout envie de contribuer, envie de participer, mais pas forcément sans savoir par où commencer ni comment le faire, qui vont trouver dans ces communautés et dans ces collectifs préexistants de makers et symbolisés, en tout cas incarnés physiquement sur le terrain dans les makerspaces, qui vont trouver un écho et encore une fois un outillage pour passer à l'action, pour faire et faire ensemble. Donc concrètement, ces individus ont réussi à mettre une logistique locale pour produire et distribuer les accessoires de protection dont vous voyez à l'écran trois représentations iconiques des objets libres qui ont résulté de la mobilisation inégalée des makers. Encore une fois, hein, en France, mais un peu partout en Europe. Et justement, le point de départ un peu chronologique de cet élan, de cette dynamique intéressante
à étudier, ce serait l'objet en bas à droite, hein, la valve, et puis plus généralement les respirateurs low-tech sur lesquels les makers ont travaillé et continuent de travailler avec un certain nombre d'instances officielles pour pallier, encore une fois, aux pénuries dans les hôpitaux, dans les unités de soins qui étaient particulièrement vives. Et là, je me replace en Italie, puisque le premier modèle, le premier maker qui a eu l'idée de bidouiller chez lui son masque de snorkeling de la grande marque Decathlon, c'est un médecin italien qui a essayé justement de trouver à sa manière, avec ce qu'il avait sous la main, une solution pour continuer malgré tout à faire son métier dans cette condition d'urgence. Ensuite, il est allé voir une société d'innovation proche de lui qui était équipée d'un makerspace pour pouvoir itérer sur cette valve, pour l'imprimer en 3D, etc. Et là, voilà, le mouvement est parti très très vite. Alors, bon, le cas de la valve et des respirateurs sont des gros projets, c'est compliqué, ça pose beaucoup de soucis au niveau de la certification, des conditions de sécurité, de santé médicale, etc. Donc, l'exemple le plus simple, c'est pour ça que je vais me concentrer sur les deux autres types d'objets, le masque en tissu et les visières de protection, qui sont vraiment très symboliques de cette vague maker et de la prise au sérieux de nouvelles technologies de fabrication, notamment additive. Web et qui illustre. Alors, on me dit que nous avons des problèmes techniques. Je vais donc couper garder le son et j'ai remis le document. Donc, est-ce que cette fois, on est OK? Très bien. Donc, désolé pour l'absence de visuel, mais comme ça, on est à égalité. Je ne vous vois pas et vous ne me voyez pas, mais j'espère que vous m'entendez toujours bien. Donc, je vous le disais, les masques en tissu et les visières, version très très basique de la chaussette qu'on découpe et qu'on peut transformer en masque en quelques mouvements sans couture, donc qui fait office 2, hein, ça c'est vraiment le système D, la débrouille en mode urgence. Et la visière, c'est pareil, hein, on a vu plein de choses avec juste un serre-tête passer dans les perforations d'une pochette transparence qui fait office 2, mais on a des versions beaucoup plus sophistiquées qui se sont très vite améliorées dans le temps et qui sont venues répondre à des besoins très précis. Donc des masques triple épaisseur, répondant aux normes AFNOR cette fois-ci, avec une recherche très poussée sur les élastiques aussi, pour éviter ces douleurs derrière les oreilles. Et puis pour les visières de protection, on est passé très vite à des formats imprimés en 3D, découpés à la laser. Donc ça sont les machines à commande numérique les plus représentatives des makerspaces, qui vont permettre de fabriquer plus vite, à moindre coût, en étant moins gourmand sur les matières premières, notamment quand elles ont commencé à manquer. Là aussi, l'approvisionnement des makers, ça a été un point dur dont on ne va pas forcément discuter aujourd'hui, mais un des points difficiles de ce mouvement, mais qui ne les a pas empêchés de continuer à se mettre en place. Et donc, au final, je vous disais, des volumes assez étonnants, puisque selon le collectif de visières solidaires, c'est à peu près c'est de l'ordre d'un demi-million de visières qui auraient été fabriquées et distribuées par plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'individus makers. Donc, comment expliquer cette rapidité? Alors, excusez-moi, j'ai des alertes sur le
Sur le chat technique qui me dit qu'il y a beaucoup d'interférences. Alors, est-ce que je continue ? Le visuel pour que ça soit peut-être plus agréable pour l'ensemble. Si vous voulez suivre, est-ce que Dorian, Rama, vous pouvez me dire ce que vous préférez? Alors, je ne vois pas de réaction de votre part. Je suis désolée pour ces difficultés. C'est toujours embêtant quand ça vient couper la fluidité. Bon, écoutez, je continue comme ça. N'hésitez pas à vous signaler. Merci pour ceux qui mettent, j'en profite pour regarder le chat, qui ont mis les liens vers justement les acteurs de ces mouvements. Donc, comment expliquer l'agilité, ce succès d'agilité, c'est-à-dire cette adaptabilité très rapide à une situation inédite? Deux facteurs principaux. Le premier, ce serait le choix de l'open source. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est une autre forme de représentation, de visualisation des 3 objets iconiques que je montrais juste avant. C'est ce qu'on appelle la documentation qui est à l'origine de l'objet. C'est le document qui permet ensuite d'aller fabriquer physiquement cet objet. Donc, c'est une sorte de mode d'emploi, de recette, de marche à suivre qui a la particularité d'être accessible à tous, puisque on parle de fichiers open source librement disponibles sur Internet. Et ça fait la grande différence par rapport à des modèles propriétaires. Donc, quand la documentation est bonne, quand elle est bien faite, eh bien, elle est reprise, partagée, améliorée par les uns les autres, puisque dans la culture du libre, on est vraiment dans une approche du savoir qui vient s'additionner. Il ne se divise pas en fonction du nombre de personnes qui y ont accès et la transmettent. Au contraire, ça vient l'enrichir. Et c'est la démarche scientifique de base, c'est-à-dire que chacun va venir apporter sa petite brique sur le grand mur, le grand édifice de la science. Donc, c'est absolument la logique dans laquelle on se trouve dans ce cas de figure. Et donc, si je reprends l'exemple de la visière, on a pu avoir très vite un certain nombre d'itérations qui ont permis des améliorations sensibles et significatives, je vous disais, pour s'adapter aussi à des besoins très, très précis et locaux. Par exemple, le système de clips, on est passé de la perforation à des clips, ça a permis aussi de donner d'autres produits comme un casque visière, après les casquettes visières, etc. Donc, on est dans ce que certains appellent de la R&D citoyenne. Donc, en amont, dans le processus amont, la créativité, l'ingéniosité des makers est extrêmement prolifique et c'est ce qui explique l'ampleur de la mobilisation et sa pertinence, puisqu'encore une fois, ce qui caractérise cet exemple empirique, c'est que les solutions qui sont proposées fonctionnent. D'accord, on n'est pas juste sur des idées et des envies. Le deuxième facteur, donc le choix de l'open source pour diffuser ces objets libres, le deuxième facteur, c'est celui du fonctionnement en réseau, au niveau d'un écosystème finalement. L'image que vous voyez, elle est extraite de la vidéo de Monsieur Bidouille que je mentionnais en introduction et qui montre le foisonnement des initiatives avec la difficulté évidemment à organiser tout ça.
Mais les collectifs donc préexistants des makers et des makerspaces ont été capables très vite de se connecter les uns aux autres, de créer des méta-collectifs sous la forme de plateformes pour permettre justement la rencontre de l'offre et de la demande, pour identifier, recenser, localiser les différentes initiatives et permettre donc un fonctionnement transversale où, toujours sur le même principe, l'information circule de manière transparente, rapide, auprès de tous ceux qui veulent s'y intéresser. Donc, on a, voilà, ça peut être la plateforme Covid d'initiative, le rôle majeur joué par le réseau français des Fab Labs, pour essayer de structurer ce qui semble être surtout présenté comme ça, une absence d'organisation ou un modèle très désorganisé, mais c'est loin d'être le cas. C'est juste que les principes de fonctionnement ne sont pas ceux du modèle dominant, ne sont pas les principes d'organisation qui sont privilégiés dans le monde d'avant, hein, si je peux me permettre ce raccourci-là. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on va creuser ensemble, puisqu'encore une fois, on a là un réel effet, d'accord. Ça me permet aussi de vous dire que, de revenir sur certaines idées reçues, que le maker, comme on les avait sur les entrepreneurs d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, quand peut-être pour ceux qui ne sont pas makers eux-mêmes dans l'audience ou qui sont assez loin, qui découvrent ce phénomène, vous vous dites donc un maker, c'est celui qui fait, c'est celui qui fabrique, qui bidouille, qui détourne. Vous avez peut-être l'image de votre grand-père qui va réparer des choses dans son garage, ou alors d'un inventeur fou qui met au point des choses très variées, très hétéroclites. Donc, oui, ces profils-là sont intéressants et peuvent correspondre à certains traits des makers. Mais en réalité, on est très loin de l'individu isolé qui fait les choses dans son coin juste pour son petit besoin. Ça ressemble à ça, encore une fois, mais on est sur des individus qui vont faire avec les autres, apprendre des autres, pour ne pas réinventer la poudre à chaque fois, et dans une finalité qui est partagée. Et je rappelle, hein, là, l'idée, la finalité commune, c'est de contribuer à répondre à une situation d'urgence, c'est venir fabriquer des objets qui vont être utiles et qui sont adaptés, encore une fois, à des utilisateurs, à des situations très précises. Donc, l'énergie n'est pas la même. Donc, je le disais, le maker, c'est loin d'être un individu seul qui travaille en secret dans son garage. On est aussi très loin du modèle de l'expert qui sait tout, qui maîtrise parfaitement une technologie ou une situation. On n'aurait pas pu atteindre ce niveau de mobilisation si des débutants, des novices, des amateurs n'avaient pas aussi contribué. Et c'est ça la beauté du mouvement maker, c'est de rendre accessible à tous le numérique, d'offrir des opportunités de formation. Donc, tout le monde peut être maker, puisque le départ, ce n'est pas un background ou des connaissances scientifiques, c'est une curiosité, une ouverture sur le monde, une envie de passer à l'action. Ça, c'est vraiment extrêmement important, et c'est ce qui est aussi à la racine donc, de ce modèle du bazar, qui est l'expression utilisée par Raymond pour définir des organisations du libre, comme du logiciel libre, et puis avec le cas de Linux, etc., que Broca reprend aussi très bien, qui vont nous expliquer qu'on peut passer du mode de la verticalité à celui de l'horizontalité, du cloisonnement à la transversalité, qui sont des principes qui font leur preuve, en tout cas, dans ce cas très particulier, mais significatif de l'action des makers. Donc, c'est un peu ce que je vous remets ici, en fait, dans ce slide, alors qui se veut un peu théorique, mais qui montre qu'au-delà
de la réponse à un besoin non satisfait en période de crise. Plus globalement, les makers et les makerspaces viennent vraiment challenger les organisations existantes et les principes de fonctionnement sur lesquels elles reposent. Je vous ai mis là 6 tensions qui sont assez caractéristiques alors de la vie de l'intérieur des makerspaces, parce que je ne suis absolument pas en train de dire que ce sont des organisations parfaites, où tout va bien, où tout est rose, qui sont à reproduire à grande échelle. Absolument pas. Elles font face tous les jours à un certain nombre de tensions, voire de conflits, justement entre des envies et des principes de fonctionnement qu'on avait trop tendance dans le passé à opposer, à penser comme des extrêmes, alors qu'il y a peut-être au milieu de ce continuum, ou en tout cas à un endroit ou un autre, des formes de synergie à penser pour envisager le travail de demain et des formes d'organisation plus ouvertes et qui vont vers ce que j'ai appelé, donc, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais l'ère des communs. Je prends un exemple autour de la marchandisation, par exemple. Donc, c'est une question très sensible dans les makerspaces, cette marchandisation du fer, et qui a été un point très intéressant dans la réponse des makers à la crise et à la pénurie des équipements face à la Covid-19, puisque la plupart, la distribution s'est faite en général sous forme de dons, donc gratuite, ou à prix coûtant. Et parce que les makers, au départ, je vous le dis, ils font parce que ça les intéresse de faire, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils apprennent. Ils ne le font pas forcément pour commercialiser derrière, pour en retirer une gratification, des honneurs. Ça ne veut pas dire qu'ils les rejettent, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de commercialiser ou qu'on sera mal vu ou banni d'un makerspace parce qu'on le fait. Comment on concilie simplement ces deux formats, et encore une fois, comment est-ce qu'on repense à l'échelle de la société, de nos organisations, ce rapport aux marchands et aux non-marchands, parce que, par exemple, certains EHPAD n'auraient pas pu être équipés et recevoir les visières s'il avait fallu les payer. Ce n'était pas un problème de moyens, l'argent était disponible, mais par fonctionnement bureaucratique, parce que les budgets, et les budgets d'aucune société n'avaient prévu un an à l'avance la pandémie mondiale, il n'était pas possible de débloquer ces fonds-là. D'accord ? Donc, voilà, tout un tas de réflexions sur, pareil, l'équilibre entre travail et alors, travail et plaisir ou loisir, ou ce que mon collègue Pierre-Yves Gomez appelait dans le webinaire de mardi, le travail au sens large, qui comprend le travail professionnel et le travail non professionnel, avec on l'observe depuis quelques années, évidemment une quête du sens qui va être beaucoup mieux satisfaite dans le champ du non professionnel. Et c'est un peu ce que montre l'exemple des makerspaces, qui sont plutôt fréquentés de manière occasionnelle par, encore une fois, des individus qui le font sur leur temps libre ou détachés sur leur temps professionnel. Voilà, tout ça, pareil, la tendance entre la démocratie et la méritocratie, entre l'idéal égalitaire et puis la quête de perfection un peu élitiste de la meilleure solution. Comment est-ce qu'on donne accès à tous et en même temps qu'on reconnaît les meilleures lignes de code. Donc, toutes ces tensions qui sont très présentes dans l'émergence et la croissance de ces nouvelles formes organisationnelles que sont les makerspaces viennent aussi interroger les organisations établies sur les cloisonnements et les choix qui ont été faits dans le passé, comme s'ils étaient immuables, mais qui pourraient, s'ils étaient requestionnés, effectivement permettre de gagner en agilité. Donc le temps passe, on a eu effectivement quelques difficultés. Tout ça pour vous dire que, si je résume, il n'est pas utopique de penser
et de mettre en œuvre d'autres formes et rapports de production, de consommation, d'apprentissage. C'est ce que nous montre l'exemple des makers à cette période très, très précise et dans cette situation particulière. Il y a une expression que j'aime bien qui est passée vite là, mais qui est comment de faire un objet à faire société. Comment remettre encore une fois au centre les logiques d'ouverture, d'accessibilité, de durabilité, de coopération, de transparence, qui font partie des valeurs clés en fait qui guident ces collectifs de travail vers la bonne réalisation de l'objectif. Donc collectif de travail, là aussi, hein, comme le rappelait Pierre-Yves Gomez, c'est un ensemble de ressources humaines, matérielles, dans lesquelles on peut puiser pour réaliser l'objectif qu'on s'est fixé pour mener à bien un projet. Et donc les makers et les makerspaces sont un très bel exemple de collectifs de travail forts, de solidarité qui permettent de faire bouger les lignes et qui le font grâce à plus qu'un parc et une maîtrise de compétences, de techniques, de machines et d'outils. Elles le font grâce à cette culture et cette philosophie que d'autres appelleraient growth mindset, par exemple, c'est-à-dire cette approche et ce rapport au temps et à l'espace, ce rapport au faire qui est vraiment revalorisé, qui est pourvoyeur de sens, donc fournisseur d'une motivation intrinsèque. Hein, les individus bénévoles qui ont participé n'étaient pas rémunérés, ce qui n'a pas été sans poser quelques problèmes d'ailleurs, mais ils ne le font pas pour obtenir quelque chose, ils le font parce que faire est en soi une réponse, une forme de satisfaction. Comment est-ce qu'on peut nourrir ça dans nos organisations et le pérenniser dans le temps? C'est un des points les plus marquants. Comment est-ce qu'on peut cultiver le plaisir, comment faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Ce sont des formules un peu rapides, mais qui permettent, à mon avis, de mettre le doigt sur cet état d'esprit, encore une fois, qui permet d'entamer des changements, en tout cas de ne pas rester les bras ballants face à une situation que l'on juge problématique. J'aurais pu aller même plus loin en fait dans le titre du webinaire en disant que c'est un très bel exemple de faire ensemble, mais faire ensemble sans attendre qu'on nous dise comment faire, pourquoi le faire et dans quel ordre, puisque cet élan, il puise, et les makers, encore une fois, le mouvement maker s'enracine dans des mouvements qui lui préexistent, qui mettent vraiment au cœur du réacteur les logiques d'autonomie, d'autodétermination par rapport à la standardisation, par rapport à des hégémonies de pensée et de modèles. Donc, c'est ce qui est à en retenir. Et puis, une autre facette de cet état d'esprit propre aux makers en action, comme on a pu le voir ici, c'est le trait alors, qui est humilité. Je vois qu'il y a une petite faute sur le slide, excusez-moi. Cette humilité, c'est en fait tout simplement l'acceptation que on ne va pas forcément faire bien du premier coup. Ce serait d'ailleurs même étonnant. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire, de refaire, d'itérer, d'améliorer, que bien évidemment, on ne va pas sauver le monde et régler le problème de la crise sanitaire avec une visière de protection. Mais c'est un départ, c'est une forme de contribution et ne rien faire, encore une fois, est tout aussi dangereux parfois que de faire, même si c'est fait de manière imparfaite. Nous sommes tous des êtres parfaitement imparfaits, pour reprendre certaines, là aussi, formules populaires. Je pourrais faire le lien avec l'effectuation et dire que ce qu'il y a à en retenir, c'est cet accent sur la frugalité d'une part des makers versus, alors qu'on parle quand même d'artisans numériques ou d'artisans 2.0 pour reprendre des synonymes couramment utilisés.
mais qui sont clairement ancrés dans le réel, qui se servent du numérique pour aller plus loin, pour augmenter voilà, le périmètre du terrain de jeu, mais pour qui le numérique est un moyen et non pas une fin en soi, qui le font de manière personnalisée pour répondre à des besoins et qui font avec ce qu'ils ont sous la main, avec qui ils sont, avec qui ils connaissent. Donc les trois pans de l'effectuation que mon collègue Philippe Ziberzan, que vous aurez demain à la même heure, présenterait bien mieux que moi, qui est le référent en France sur ces questions-là. Mais voilà, c'est ce type d'approche de comportement, de posture, et encore une fois, d'appréhension du futur qui peut faire la différence, qui peut faire bouger les lignes et nous mettre en mouvement. Et donc, le petit mot de la fin pour ouvrir peut-être aussi les questions et le débat, c'est justement cette nécessité absolue d'avoir à l'intérieur de nos organisations, mais à l'échelle de la cité, à l'échelle de la société humaine, des lieux d'expérimentation et de débat, d'expérimentation des nouvelles, de toutes les transitions qui se jouent en ce moment, que ce soit des transitions technologiques, écologiques, sociodémographiques, qui viennent challenger nos repères, bouleverser nos schémas mentaux. Là encore, je fais du teasing pour mon collègue de demain. Mais on a besoin de lieux où vont se croiser des publics qui ne se croiseraient pas autrement, des façons de concevoir le présent et le futur différentes, à des âges différents, venant de cultures variées, ceux qui ont des obligations de moyens versus des obligations de résultats, être capable de confronter ces logiques, ces différentes formes d'intérêt dans un climat vraiment de respect, de transparence, de dialogue, sans jugement, grâce à un petit nombre de règles très simples pour permettre la liberté d'expression et encore une fois de débat de ces modèle de fabrication de la société de demain, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc je vous laisse sur, c'est la prof d'innovation qui conclut sur ces dadas, sur un résumé encore plus résumé que ce que je viens de faire dans le slide précédent. Et j'en profite du coup pour regarder vos réactions dans le chat. Alors, les Fab Labs vont-ils remplacer l'industrie traditionnelle? Alors évidemment, je suis peut-être allée assez vite là-dessus, mais il n'est pas question, et ça ne fait absolument pas partie de leur revendication, que les makerspaces viennent remplacer l'industrie traditionnelle. Pour produire en masse, on a besoin évidemment de ces infrastructures-là. Ce qui est intéressant de souligner, c'est le rôle qu'ont pu jouer, et notamment au niveau local, les makerspaces, en attendant que les autorités, que ce soit les pouvoirs publics ou les organisations établies, se mettent en branle, s'adaptent justement plus lentement donc, que les makers et les makerspaces à la situation pour y apporter une réponse. Et puis là, le faire à grande échelle avec des volumes incomparables. Donc, les makerspaces auront probablement, et je reprends les propos du président du réseau français des Fab Labs, justement, il y a un rôle local. Alors, il parle de micro-usines, de recherche citoyenne. Les makerspaces, je vous le disais, ont un rôle à jouer dans la cité pour pouvoir tester et répondre, parfois de manière très rapide et urgente, à ces crises qui risquent de continuer à se produire, voire à se multiplier, sans vouloir être
alarmiste. Mais donc, on était bien sur une réaction temporaire et limitée dans le temps. Alors, l'action à la marge des makers a-t-elle vocation à devenir centrale ou simplement à déplacer le mode de faire des acteurs économiques traditionnels? Alors, c'est un petit peu ce sur quoi je terminais, c'est-à-dire que les makers n'ont pas de leçons à donner et je ne suis personne non plus pour en donner. Il n'y a pas de volonté, c'est même à l'inverse, hégémonique, d'imposer une façon de faire ou de voir le futur plutôt qu'une autre. Mais que ça vaut le coup de renverser la machine. Ça vaut le coup de prendre le problème par d'autres bouts et de tenter des façons de coopérer et d'organiser l'action collective de manière qui peuvent paraître de loin désorganisées et déroutantes, puisque, en tout cas, on voit qu'elle est capable de porter ses fruits. Mais en termes de posture pour tout à chacun, ce que nous apprend aussi, à mon avis, cet exemple terrain, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement sans une réaction à l'échelle individuelle. Donc, avant de dire que le dominant design va être renversé et remplacé dans les organisations établies, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de se remettre en question chacun et de ne pas se laisser gagner par la peur. Encore une fois, la peur de l'incertitude, la peur de l'inconnu, la peur de la complexité, la peur de la technologie. C'est d'ailleurs une des plus-values très fortes des Maker Lab AEM Lyon Business School et de l'intérêt de se servir de ces véhicules aussi dans un contexte d'apprentissage pour venir démystifier un certain nombre d'éléments et donc libérer le potentiel d'action de chacun. C'est plutôt comme ça que je reformulerai les grandes idées qui ont émaillé toute la présentation. Alors justement, quelle visibilité des Fab Labs dans les réseaux universitaires et écoles supérieures? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par visibilité, mais en tout cas, leur rôle est, à mon avis, essentiel pour plein de raisons différentes. D'abord parce qu'on est sur des formes d'apprentissage expérientiel, donc de l'apprentissage par le faire, qui préexiste là aussi, si on revient aux traditions pragmatistes, bien avant l'apparition des vocables et des exemples réels que sont les makerspaces. On pourrait parler de la pédagogie par projet, par exemple, mais on sait que on apprend et on retient bien mieux ce qu'on voit que ce qu'on entend, ce qu'on fait que ce qu'on voit et ce qu'on ressent quand on fait, encore une fois, quand on est impliqué, que simplement ce qu'on va absorber. C'est aussi pour moi, c'est le meilleur, en tout cas, une des configurations d'avoir ce type de lieux d'hybridation et d'expérimentation dans une école, et pas que du supérieur. D'ailleurs, il y a des exemples dans le monde, en Russie, en Chine, dès l'école primaire, voire maternelle, et on pourrait faire des parallèles avec les pédagogies Montessori, etc., qui remettent l'apprenant au cœur de son processus d'apprentissage, qui les rendent actifs, voire proactifs, et donc qui en démultiplient les effets. Je suis une fervente militante de ces nouvelles façons de faire qui viennent là aussi complètement revisiter les modèles du sachant qui s'exprime face à un panel dans une classe fermée, à un horaire bien défini, qui va transmettre un lot de connaissances patentées, établies et circonscrites. Je pense que ça ne correspond plus à la réalité de notre époque, qu'on doit être sur des
toujours je ne fais que filer la métaphore du mouvement maker, dans des logiques d'ouverture, apprendre avec d'autres, aux prises avec le réel, donc dans des conditions quasi réelles, avec d'autres acteurs en temps instantané, ceux qui n'ont pas la chance d'être justement dans cette classe fermée, dans cette même unité de lieu et de temps, et cette synchronicité-là. Et donc, ça veut dire en mode innovation ouverte, hein, collaborative, participative, apprendre avec différents profils, faire tomber des barrières entre la formation première et la formation continue, être dans des postures d'enseignants qui ne sont plus des postures descendantes, mais plutôt d'accompagnants, de tutorat, de mentorat. Donc, c'est être aux côtés des apprenants, puisqu'on forme un collectif. Je pense vraiment qu'une école, une promotion qui fonctionne bien, c'est un collectif de travail, donc encore une fois, un ensemble de personnes qui se comprend, qui comprend ce que font les uns les autres. Ça ne veut pas nécessairement dire que chacun travaille, enfin, qu'il y a un travail collectif qui est produit. Je colle vraiment à l'intervention de Pierre-Yves Gomez, qui distingue le travail collectif et les collectifs de travail. Les collectifs de travail favorisent le travail collectif, peuvent y mener, mais au départ, chacun, et quand on rejoint un makerspace, c'est chacun pour y faire ce qu'il a à y faire. Mais les opportunités, parce qu'on se comprend, parce qu'il y a des intérêts communs, parce que les valeurs partagées créent des conditions de confiance, des fluidités, et parce que rien n'est imposé, mais librement consenti, et encore une fois, qui émerge avec le temps et la fréquence des interactions, des expositions. Voilà, on en vient à débattre, on en vient à imaginer des choses à faire ensemble. Donc, je pense que c'est une vraie source d'inspiration pour les unités d'apprentissage, que ce soit des écoles ou des organisations. Est-ce que les makers, justement, peuvent être hébergés dans les grandes entreprises? Eh bien, c'était le pont. Parfait, merci. C'est tout à fait le cas. En fait, des makerspaces, ce qui est génial, c'est qu'il y en a plein de types différents et on les trouve partout. Alors, on les trouve en milieu urbain, périurbain ou dans les zones rurales. On les trouve dans les entreprises, dans les pouvoirs publics, dans les écoles, dans la cité, menées de manière totalement indépendante, comme des initiatives entrepreneuriales. Et on peut venir développer n'importe quel type de projet. Mais dans les entreprises, ça remplit la même fonction d'expérimentation, c'est-à-dire d'autres façons d'innover, de prototyper plus rapidement en ayant accès, encore une fois, à des ressources, que ce soit des savoir-faire, des machines, des technologies, des méthodes, des approches ou des partenaires, que ce soit des designers, des start-upers, etc., qui ne sont pas dans le pipeline classique de l'entreprise, qui ne sont pas justement prévalidés dans les budgets, dans les roadmaps, etc. Donc, il vient ouvrir des possibles. Autre question. Alors, pourquoi est-ce que l'on entend beaucoup moins parler des makers en ce deuxième confinement? Alors, ça me permet éventuellement de revenir, c'est une bonne question, de redire qu'encore une fois, les makers n'ont jamais demandé, n'ont jamais cherché cette exposition médiatique. Ça a d'ailleurs même été compliqué à gérer pour eux, et M. Bidou, il l'explique très bien, parce que ça a généré une très forte pression, une augmentation de la demande incroyable sur l'accroissement des cadences de production des visières, par exemple, qu'ils ne sont pas habitués à gérer, à laquelle ils ont su répondre en grande partie. Mais encore une fois, ce n'est pas pour de la motivation extrinsèque, ce n'est pas pour ce type de récompense qu'ils s'étaient au départ lancés dans ces initiatives. Donc, un, ce n'est pas un problème qu'il y ait moins d'exposition. Deux, parce que là, c'est l'effet de nouveauté et de surprise, c'est le propre de tout innovateur,
dissout avec le temps. Et c'est aussi une autre preuve du succès, puisque ça veut dire qu'on s'habitue et que peut-être un certain nombre de principes à tirer du mouvement maker commencent à faire tache d'huile, à être appropriés et dupliqués. Donc à devenir, à faire partie du paysage. Et puis, évidemment, je ne vais pas éviter complètement la question en disant que l'élan, le formidable élan dont on a pu discuter aujourd'hui a été assez vite coupé, en fait, dès le premier confinement, parce que les institutions qui ont été pétrifiées pendant quelques jours, quelques heures, quelques semaines, sont ensuite revenues à la charge et avec leurs outils classiques et sont venus pointer un certain nombre de risques sur les pratiques nouvelles. Et c'est aussi important de garder ça à l'esprit parce que qu'on soit innovateur, maker, entrepreneur, effectivement, venir faire bouger les lignes et proposer du changement, ça ne se fait jamais sans heurts et sans résistance, qu'on ait tort ou raison. C'est absolument pas ça ce qui est en jeu. Mais on a eu l'édiction de nouvelles réglementations et des directives qui ont mené à la fermeture de pas mal de plateformes, justement, qui venaient structurer les initiatives des makers parce que le travail gratuit pouvait être qualifié comme du travail déguisé et donc à requalifier. Parce que le fait de délivrer gratuitement ou même à prix coûtant des objets peut être perçu et là aussi requalifié comme de la concurrence déloyale. Donc des enjeux juridiques, mais qui posent bien la question, pour ne pas rester collé à cet exemple très concret, mais qui nous appelle et qui nous interpelle sur la nécessité de revoir un certain nombre de nos cadres, de nos schémas de pensée, de nos repères, parce que cette crise a bousculé nos repères. C'est pour ça qu'on dit que c'est aussi une crise des futurs, et que si on veut naviguer de manière beaucoup plus confortable, même si ça reste pas facile, dans ce monde d'incertitude, dans cette société qui devient de plus en plus liquide. Là, je fais appel encore à d'autres champs de référence, mais on est passé, je vais le dire comme ça, on est passé d'un monde où dont on avait la carte quand il fallait se déplacer d'un point A à un point B pour réaliser une action. On savait calculer l'itinéraire, trouver les coordonnées pour se déplacer sans souci et réaliser arriver à bon port dans une société liquide comme celle qui est désormais la nôtre depuis un moment, mais dont on prend de plus en plus conscience et qui va s'augmenter dans ce sens-là. C'est plutôt l'image de l'océan. Donc, après le plan quadrillé, c'est plutôt l'infini qui est devant nous, plat, où on ne sait pas, même quand on se met en mouvement, on ne sait pas dire si on avance, si on recule, si on fait du surplace, et qui nous amène en fait à poser nous-mêmes des jalons, à créer nos nouveaux repères pour être capable de créer des nouveaux types de trajectoires. Et on peut en parler, que ce soit sur des modèles d'industrialisation. Le mouvement maker nous permet de revenir sur des sujets tabous comme la relocalisation, par exemple, de nos forces productives, qui posent des questions de souveraineté en matière de santé, par exemple, mais il y a plein d'autres champs sur lesquels on pourrait se poser la question. Parce que le rapport au travail et à la rémunération a rouvert le débat sur le revenu universel. Donc, qui sont autant de façons en fait de penser et de permettre l'innovation sociale, l'entraide généralisée, un rapport entre
contraintes et liberté de choix, d'utilisation, encore une fois, dans le temps et de l'espace de ce qui nous anime et des compétences de chacun, puisque personne n'en est dépourvu. Voilà, donc ce sont des sujets très chauds, tabous, dont il est difficile de débattre calmement sans être étiqueté d'un côté ou de l'autre ou de générer des émotions trop vives chez les uns et les autres. Mais c'est quand même ce qui a eu le mérite d'être mis sur la table et qu'on aura à affronter et à discuter collectivement pour refaire le monde autrement. Alors, il nous reste quelques minutes. Je continue à prendre les questions que Dorian sélectionne pour moi dans les favoris. Alors, ça, on a déjà un petit peu répondu. Est-ce que les makerspaces sont vraiment des lieux mixtes culturellement, techniquement, socialement, économiquement? Ou est-ce que ce n'est pas la labellisation par de grands esprits de l'approche que les TPE artisans mettent en œuvre depuis toujours, ou même les petites équipes? Alors, c'est une bonne question. Et la myriade de makerspace, ne serait-ce qu'en France et à l'échelle internationale, fait qu'on pourrait vous dire que chaque makerspace est différent, que la réalité est tout autre. Ce que je peux vous dire, c'est que le profil type du maker, et je vous renvoie vers le deuxième bouquin de Michel Lallemand, écrit avec ses collègues sociologues Bureau et puis Birmi Hoffman, qui font justement qui dressent un profil sociologique des makers en France et de ce qui se passe dans ces laboratoires de changement social, comme ils l'appellent. Finalement, c'est pour ça que je vous disais que ça me rappelle les préjugés qu'on avait sur les entrepreneurs il y a quelques années. Finalement, le maker français, c'est plutôt un homme blanc, entre 20 et 40 ans, fortement diplômé, qui est souvent un militant du libre, ou en tout cas très proche de la culture numérique, qui est aussi quelqu'un qui varie les formes de relations à l'emploi et au travail, qui peut alterner entre des postures de salariés, d'indépendants, d'entrepreneurs, d'associatifs bénévoles engagés. Donc on est effectivement assez loin d'autres images de personnes qui seraient autodidactes, issues de l'immigration, etc. Donc il y a une homogénéité, beaucoup de profils ingénieurs et designers en termes de background initiaux qui peuvent remettre en question ce que vous pointez là, c'est-à-dire cette mixité. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous dire qu'on va dépasser ça parce qu'on pourrait ergoter. Je n'ai pas les chiffres et je ne pense pas que ce soit le point intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'appeler ce webinaire l'intelligence du faire? C'est aussi pour revenir à ça. C'est-à-dire que, le faire, passer à l'action, l'artisanat, les métiers manuels, etc., ont été peut-être longtemps déconsidérés et trop déconsidérés dans notre société et qu'on a trop mis en avant une forme d'intelligence parmi d'autres, l'intelligence rationnelle. Et que, alors ça tombe bien, effectivement, en France, on est très fort, on a une très belle... on est très reconnu pour notre recherche en mathématiques, pour nos ingénieurs, pour cette, je cite Pascal Morand, cette tradition saint-simonienne qui imprègne très fortement même notre façon de voir et de faire l'innovation, qui reste technocentrée dans la majorité des cas. Tout ça pour dire que ce n'est qu'une forme d'intelligence, ce n'est qu'une façon de faire, ce n'est qu'une façon d'innover, et que la vraie richesse, la vraie hybridation, la vraie mixité, elle se retrouve déjà à l'échelle de chacun, et de prendre en compte et d'être capable de combiner ou de venir développer les formes d'intelligence sur lesquelles on est peut-être les moins alertes
ou accepter de reconnaître celles qui sont développées mais pas politiquement correctes ou pas bien notées par un système éducatif ou une organisation professionnelle, et d'apprendre à faire confiance aussi à son intelligence émotionnelle, à son intuition, à sa créativité, à des modèles de raisonnement qui vont être plus en arborescence, plus foisonnants justement, qui ont l'air désorganisés pour ceux qui sont plutôt dans des logiques déductives, séquentielles. Voilà, c'est d'apprendre à combiner tout ça et d'apprendre à travailler ensemble. Au final, on a besoin de toutes les formes d'intelligence, on a besoin de tous les regards pour être complet. Donc c'est plus, en tout cas c'est ma vision des choses, et je ne suis pas la seule à l'apporter, mais on n'aura jamais toutes les informations et des informations fiables, vérifiées sur une situation pour nous amener à prendre une décision. Par contre, on peut essayer d'endosser différentes lunettes et de challenger auprès de différentes sensibilités les orientations qu'on veut prendre. Et à mon avis, c'est une autre façon de donner de la robustesse et de la solidité aux décisions qu'on prend et qu'on va être amené à reprendre ou à faire évoluer assez vite dans le temps, puisque c'est le propre aussi des situations tourbillonnaires dans lequel ces cycles de crise nous mettent et nous prolongent. Voilà. Dernière petite question, dès qu'on a des savoir-faire, est-ce qu'on est considéré comme maker? Je vous disais oui, non, il ne suffit pas de bricoler et de manipuler ou d'essayer de fabriquer des choses. Ceux qui se revendiquent du mouvement maker ou ceux qu'on pourrait justement comme Monsieur Jourdain ramener dans le mouvement maker, même s'ils n'en ont pas conscience, qu'ils ne le savent pas, c'est ceux qui vont partager ces valeurs communes, cette finalité, qui vont trouver du sens dans cette action de faire et qui vont encore une fois adopter un mode de fonctionnement d'ouverture, d'accessibilité, cette considération sur la durabilité, qu'on soit maker pour éviter de gaspiller, pour lutter contre l'obsolescence programmée ou pour réduire la fracture numérique, pour venir aider les populations les plus fragiles, que ce soit pour dénoncer des injustices. Voilà. Il y a plein de motivations particulières différentes qui peuvent être mises derrière ça. C'est pas tant le fait d'avoir des savoir-faire ou des savoir-être. Pour être un maker, il faut les mettre en action. Il faut passer du dire au faire. Il faut passer du monde de l'idée, de l'abstrait, à la tangibilisation, à la forme, en tout cas une forme concrète qui va permettre de se confronter au réel et justement d'engager le débat, la critique sur les multiples perceptions des uns et des autres. Voilà, ce sera un petit peu le mot de la fin qui permet de revenir sur les grands messages. J'ai été ravie d'être avec vous, il est 14h et puis bien évidemment, j'espère que cela contribuera non pas à ouvrir parce que le débat existe, mais à le prolonger et je serai ravie de continuer à échanger avec ceux qui le souhaitent sur ces différentes questions. Donc merci pour vos questions, merci pour votre attention, merci à ceux qui nous écouteront aussi peut-être plus tard et désolée de ne pas avoir pu être à l'écran tout au long de cette retransmission. Je vous souhaite une belle continuation de journée, de trajectoire et à bientôt. Au revoir.